Chapitre 61. Stubb tue un cachalot. Si l'apparition du calmar fut de mauvais augure, pour Starbuck, il n'en alla pas de même pour Queequeg. « Quand vous voir, Louis Camard, dit le sauvage en aiguisant son harpon sur le plat-bord de sa pirogue suspendue. Vous bientôt voir, lui père Baleine. » Le jour suivant fut d'un calme écrasant. Rien ne sollicitant l'intérêt de l'équipage du Péquod, les hommes avaient peine à résister à l'envoûtement d'un sommeil distillé par une mer atone. Cette partie de l'océan Indien, où nous croisions, n'était pas ce que les baleiniers appellent un parage animé, c'est-à-dire qu'on y voit moins de marsouins, de dauphins, de poissons volants et de ces autres habitants pleins d'entrain, peuplant des eaux plus agitées que celles du large du Rio de la Plata ou de la côte du Pérou. Mon tour était venu d'être en vigie au mât de misaine, et les épaules appuyées contre les haubans relâchés du cacatois, je me balançais dans cet air enchanté. Aucun effort de volonté ne permettait d'y échapper, et je perdis tout à fait conscience dans cette atmosphère de rêve, si bien que mon âme sortit de mon corps, sans qu'il ne cesse d'osciller comme le fait un pendule longtemps après que l'impulsion se soit immobilisée. J'avais remarqué, avant d'être submergé par l'oubli total, que les hommes en vigie au grand mât et au mât d'artimon étaient déjà assoupis. De sorte que la mâture berçait trois êtres sans vie, chacun de leurs mouvements approuvé par un hochement de tête du timonier qui sommeillait à la barre. Les vagues, elles aussi, penchaient leurs crêtes engourdies, et à travers la vaste hypnose de la mer, les dodelinaient vers l'ouest, et le soleil dormait dans l'espace. Des bulles soudain semblèrent éclater sous mes paupières closes, mes doigts se refermèrent comme des étaux sur les haubans. Quelque intermédiaire invisible et bienveillant m'avait soustrait au danger, un sursaut me rendit à la réalité. Que vis-je alors? À moins de 40 brasses, sous notre vent, un cachalot gigantesque roulait dans l'eau, comme la quille retournée d'une frégate. Le miroir de son vaste dos, d'un noir africain, brillait d'un éclat métallique aux rayons du soleil. Ondulant paresseusement au creux des vagues, lançant son jet à intervalles, le cachalot semblait un corpulent bourgeois en train de fumer sa pipe par une chaude après-midi. Pauvre baleine, ce fut ta dernière pipe. Comme touché par une baguette magique, le navire endormi et ses dormeurs s'éveillèrent tout soudain. Plus de 20 voix jaillirent de toutes parts, faisant écho aux 3 notes qui, du haut des mâts, égrenaient la formule consacrée, cependant que le grand poisson soufflait lentement et régulièrement son embrun scintillant. « Dégagez les pirogues !»« L'off !» cria Achab, et obéissant lui-même à l'ordre qu'il venait de donner, il mit la barre dessous avant même que le timonier ait eu le temps de porter la main au rayon de roue. Les cris de l'équipage avaient dû alerter la baleine car, avant que les pirogues soient à la mer, elle vira majestueusement et se dirigea sous le vent, mais avec une tranquillité tellement imperturbable, ridant à peine l'eau qu'Achab, se disant qu'après tout, elle n'avait peut-être pas été inquiétée, donna l'ordre de ne pas se servir des avirons et de parler à voix basse, de sorte que, pareil à des Indiens de l'Ontario sur les plats-bords de la pirogue, nous avancions vivement mais silencieusement au pagaie, le calme interdisant l'établissement de la voile. Bientôt, tandis que nous glissions à sa poursuite, le monstre leva perpendiculairement hors de l'eau, sa queue de 40 pieds et disparut à la vue comme une tour engloutie. La voilà qui sonde. Ce cri général annonçait un répit dont Stubb profita aussitôt pour allumer sa pipe. En temps voulu, la baleine émergea à nouveau et se trouva à l'avant de la pirogue du fumeur, de sorte que celui-ci, s'en trouvant plus proche que tous les autres, compta bien avoir l'honneur de sa capture. Il était évident à présent qu'elle se savait prise en chasse et toute précaution de silence devenait inutile. Les pagaies furent rentrés et les avirons entrèrent bruyamment en jeu. Tirant toujours sur sa pipe, Stubb encourageait ses hommes à l'assaut. Oui, l'attitude du poisson avait changé du tout au tout. Sur le qui-vive, il allait la tête dressée de biais hors de la folle écume qu'il soulevait, 14. « Attrapez-la, les gars. Ne vous pressez pas, prenez votre temps, mais lancez-la comme le tonnerre, c'est tout, cria Stubb, postillonnant sa fumée en parlant. Allongez la nage, souquez fort, tâche Tego. En avant, tâche, mon gars, mais restez froid comme des concombres.
comme ça, allez-y comme la mort inexorable et les démons ricanants, et faites sortir les morts tout debout hors de la tombe, les gars. Amenez dessus. Wouhou, wahi, s'écria en réponse le Guéhéder, lançant au ciel quelque antique cri de guerre, tandis que les hommes dans la pirogue bondissante étaient projetés en avant par le formidable coup d'aviron de l'ardent indien. Des cris non moins féroces répondaient aux siens. Ki hi 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 hi, hurlait Daggoo, peinant d'avant en arrière sur son banc, pareil à un fauve en cage. Kala, Koulou, rougit Kikeg, comme s'il claquait des lèvres devant quelques bouchées d'un beefsteak de grenadier, et les pirogues fendaient l'eau au bruit des cris et des avirons, cependant que Stubb, conservant sa place d'avant-garde, encourageait toujours ses hommes sans cesser d'émettre des nuages de fumée. Comme des forcenés, ils nageaient et peinaient de toute leur force jusqu'à ce que le cri attendu jaillît. « Debout, Tashtego, pique !» Au moment où les canotiers faisaient culer la pirogue, ils sentirent une chaleur passer en sifflant sur leurs poignets. C'était la ligne magique à laquelle, l'instant d'avant, Stubb avait donné rapidement 2 retours supplémentaires autour du tabérin et qui, filant de plus en plus vite, dégageait une fumée bleue qui se mêlait à celle de sa pipe. Avant de passer autour du tabérin, la ligne traversait de son éclair, blessant les 2 mains de Stubb qui avait laissé malencontreusement tomber ses maniples, sorte de carré d'étoffe que les hommes portent parfois en pareil cas. Et il était là comme un homme qui tiendrait à 2 mains l'épée à double tranchant de son ennemi, un ennemi qui se serait débattu sans cesse pour l'arracher. « Mouillez la ligne !» cria Stubb au canotier de la baille, celui qui est assis près de la baille, qui, saisissant aussitôt son chapeau, 15, y pisa de l'eau de la mer. La ligne fut encore halée de quelques tours, de sorte qu'elle se tendit. La pirogue volait maintenant dans les bouillons d'écume comme un requin tout aileron. Stubb et Tashtego changèrent de place, avant pour arrière, pérégrination titubante dans ce branle-bas. La ligne vibrait sur toute sa longueur, aussi tendue qu'une corde de harpe, et l'on eût dit que la pirogue avait 2 quilles, l'une fendant l'eau, l'autre l'air, tandis qu'elle brassait ces 2 éléments à la fois. Une cataracte jouait sans cesse à son étrave, un remous incessant tourbillonnait dans son sillage, et au moindre mouvement, fût-ce un doigt remué, l'embarcation frémissante, craquante, pendait convulsivement ses plabords au ras de l'eau. Ainsi se déroulait cette course précipitée, chaque homme s'accrochant de toutes ses forces à son banc, pour n'être pas jeté dans la mer écumante, et la haute stature de Tashtego, à l'aviron de queue, se courbait en 2 pour garder l'équilibre. Tous les Atlantiques, tous les Pacifiques semblaient frôlés par cette trajectoire de balle, jusqu'à ce qu'enfin la baleine ralentit un peu dans sa fuite. « Amenez, amenez !» cria Stubb au canotier de l'avant, et tandis que l'on faisait front à la baleine, l'équipage entier amenait la pirogue qu'elle remorquait droit sur elle. Bientôt elle fut abordée et Stubb, calant fermement son genou dans l'évidement creusé à cet effet dans le tillac, darda encore et encore sa lance dans le poisson en fuite. Au commandement, la pirogue tantôt sciait pour s'écarter de la souille horrible de la baleine, tantôt se rapprochait pour porter un nouveau coup. Des flots rouges ruisselaient maintenant au flanc du monstre comme des ruisseaux jaillissant des collines. Il ne roulait plus dans l'écume, mais dans le sang, son corps à la torture, et jusqu'au loin le sillage n'était plus qu'un bouillonnement sanglant. Le soleil bas, illuminant cette mer cramoisie, posait sur le visage des hommes un masque de braise qui les transformait en peau rouge, cependant que les vents de la bête à l'agonie laissaient fuser à jets saccadés une vapeur blanche, au même rythme véhément des bouffées que le second enfiévré tirait de sa pipe. À chaque coup, il ramenait sa lance tordue, par la ligne qui lui était attachée, la redressait à coups rapides, encore et encore, sur le plat-bord, et encore, il la replongeait dans la baleine. « Embraquez, embraquez !» cria-t-il alors au fileur lorsque la colère du cachalot affaibli désarma, serré, tout près, et la pirogue se rangea contre lui flanc à flanc. Penché à l'extrême à l'avant, Stubb fouilla lentement le poisson de sa longue lance aiguë. Là maintenant profond, il la tournait et la retournait comme s'il cherchait méticuleusement quelque montre en or qu'elle eût avalée et qu'il eût craint de briser avant d'avoir pu l'extraire.
mais la montre d'or qu'il quêtait, c'était le centre vital du poisson. Il fut atteint. Et la bête sortit brusquement de sa torpeur pour entrer dans cette phase inexprimable où l'on dit qu'elle fleurit, se vautrant atrocement dans son sang. Elle s'enveloppa de toutes parts d'un embrun furieux, impénétrable, bouillonnant, si bien que la pirogue en péril, reculant instantanément, eut bien à faire pour se dégager à l'aveugle de ce crépuscule délirant et retrouver la lumière du jour. Son fleuri s'affaiblit, et la baleine réapparut à la vue, roulant d'un flanc sur l'autre, un spasme dilatant et contractant son évent dans un râle d'agonie aiguë et fêlée. Enfin, après avoir laissé fuser, flot par flot, vers le ciel épouvanté, les caillots de son sang, pareils à la lie épaisse d'un vin pourpre, ils retombèrent et ruisselèrent sur son flanc immobile. Son cœur avait éclaté. « Elle est morte, monsieur Stobb, dit Daggoo. Oui, nos 2 pipes sont éteintes, et retirant la sienne de sa bouche, Stubb en secoua les cendres sur la mer, et pendant un moment resta à contempler pensivement l'immense cadavre qu'il venait de faire. Chapitre 62. Le dard. Un mot au sujet d'un épisode du chapitre précédent. Selon l'usage immuable de la pêcherie, la baleinière déborde du navire avec son chef de pirogue ou tueur de baleines, comme timonier temporaire, son harponneur, ou piqueur de baleines nageant à l'aviron de pointe, appelé aviron du harponneur. Il faut un bras énergique et puissant pour lancer le premier fer dans le poisson, car souvent ce qu'on appelle le dard long, fer pesant, doit être lancé à une distance de 20 ou 30 pieds. Pourtant, quelque longue et épuisante que puisse être la poursuite, on attend du harponneur qu'il ne cesse de tirer sur l'aviron pendant toute sa durée, et en vérité on attend même de lui qu'il donne aux autres l'exemple d'une activité surhumaine, non seulement par son effort incroyable à l'aviron, mais encore en poussant des exclamations retentissantes et répétées d'encouragement. Ce que signifie crier continuellement, à tue-tête, lorsque tous les muscles sont tendus à craquer, nul ne le sait qui n'en a point fait l'expérience. Le tout premier, je suis incapable de brailler de bon cœur et de travailler à corps perdu en même temps. C'est alors que, s'époumonant et exténué, tournant le dos au gibier, le harponneur entend tout à coup le cri excitant. Chapitre 63. La fourche. Du tronc croissent les branches et des branches les rameaux. De même, les sujets fertiles font croître les chapitres. La fourche mentionnée dans une page précédente mérite une description. C'est une tige de bois à encoche, de forme particulière, de quelque 2 pieds de haut, encastrée verticalement dans le plat-bord de la pirogue, près de l'étrave, de manière à fournir un support au manche du harpon, dont la lame ressort sur l'avant, afin qu'il soit aussi facile à saisir qu'un fusil pendu au mur pour le coureur des bois. Il est d'usage que 2 harpons reposent sur la fourche, respectivement appelés premier et deuxième fer. L'extrémité de la ligne est frappée sur l'estrope de ces 2 harpons afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, être lancés presque instantanément l'un après l'autre dans la même baleine, de sorte qu'à la première résistance offerte, l'un reste ancré si l'autre cède. Les chances sont ainsi doublées. Mais il arrive souvent qu'ayant reçu son premier fer, la baleine fuit aussitôt avec de violents soubresauts, rendant impossible au harponneur, pourtant prompt comme l'éclair dans ses mouvements, de lancer son second fer. Toutefois, le second harpon étant déjà relié à la ligne, et celle-ci se mettant à filer, il faut à tout prix que d'une façon ou d'une autre, l'arme soit jetée, quelque part et de quelque manière que ce soit, hors de la baleinière, afin de préserver l'équipage du danger qu'il représente. En ce cas, il est simplement lancé à l'eau. La plupart du temps, cette mesure de prudence est réalisable grâce à ce qu'il reste de lignes en réserve dans la baille et dont il a été question au chapitre précédent. Mais cette action critique n'est pas toujours accomplie sans accident des plus graves, voire mortels. Qui plus est, il faut savoir que, lorsque ce second harpon a été jeté par-dessus bord, il devient une épée de Damoclès, terreur acérée, qui se balance fantasquement entre la pirogue et le gibier, en mêlant les lignes ou les tranchants, semant l'émotion dans toutes les directions.
En général, il est impossible de s'en rendre maître à nouveau avant que la baleine soit morte. Songez dès lors à ce qu'est la situation lorsque 4 pirogues sont engagées ensemble sur un poisson particulièrement fort, agile et rusé, lorsque, outre ces dangers provoqués par ses qualités mêmes, ajoutés à ceux que comporte cette entreprise audacieuse, 8 ou 10 seconds fers viennent à tournoyer autour de la bête. Car, bien entendu, chaque pirogue a plusieurs harpons fixés sur la ligne pour le cas où le premier, lancé inefficacement, ne pourrait être récupéré. Tous ces détails sont fidèlement rapportés ici, car ils ne manqueront pas d'éclaircir plusieurs passages très importants et compliqués des scènes suivantes.